Depuis sa création, la télé-tirelire CalTV a essuyé de nombreuses critiques. Mentionnons seulement qu'il y a beaucoup de participation à $ l'unité pour peu de gagnants, que quelques informations sur les contrats de ces animateurs ont été médiatisées et que les questions sont faciles mais ont des réponses quasi impossibles à trouver. Cette émission est clairement faite pour soutirer de l'argent de victimes innocentes et tout cela est fait dans les règles au premier coup d'œil. Enfin, presque. Je vais montrer mathématiquement qu'il y a quelque chose de louche qui se passe. Pour y arriver, j'analyserai des données provenant de l'épisode du 10 septembre 2011. Oui, j'ai regardé un épisode au complet, chronomètre à la main, et j'ai noté des informations pertinentes à mon analyse. Il est rare qu'un épisode fait autant de gagnants, comme vous allez le voir, aussi bien en profiter lorsqu'on nous fournit beaucoup de données. Tout d'abord, définissons quelques termes pour les gens qui ne sont pas familiers avec l'émission. Une ronde de jeu est le moment entre l'ouverture des lignes par l'animateur jusqu'au prochain appel gagnant en studio. Les montants indiqués sont les prix en argent remis aux gagnants. Le nombre de lignes de la chance se rapporte au mode de jeu de la soirée et influence la probabilité qu'un appel soit choisi par le système aléatoire pour se rendre en studio. Cette probabilité vaut ligne de la chance divisée par 10 000 et elle apparaît au bas de l'écran pendant l'émission. C'est cet aspect probabiliste qui me permettra de réaliser mon analyse. Si vous avez observé les données attentivement, la 7e et dernière ronde de jeu est très longue comparativement aux rondes précédentes. Cette ronde, d'une durée de 76 minutes 19 secondes, est typique de tous les épisodes de CalTV, peu importe le mode de jeu ou le jeu lui-même. La 7e ronde est-elle supposée être si longue ou y a-t-il de la magouille dans l'air? C'est ce que je vais élucider. Pour un statisticien pur et dur, les données ici présentes sont biaisées. Le seul moyen qu'elles ne le soient pas, c'est qu'on obtienne le détail de tous les appels de la soirée de la part des producteurs. Hautement improbable. Par contre, pour un mathématicien, il est toujours possible de calculer, en formulant quelques hypothèses raisonnables, une borne supérieure sur la probabilité que la 7e ronde soit si longue. Autrement dit, une probabilité aussi optimiste que possible que le jeu soit honnête. Le but de cette vidéo est donc d'estimer, à partir des données des 6 premières rondes, la plus petite densité d'appels moyenne qu'il est raisonnable de calculer pour la 7e et dernière ronde de jeu, et enfin de calculer la probabilité que la 7e ronde dure aussi longtemps, basée sur cette densité d'appels. La densité d'appels, dénotée par la lettre grecque lambda, est exprimée en appels par seconde. Voici quelques hypothèses à considérer pour obtenir une probabilité aussi grande que possible. Première hypothèse. Les 6 premières rondes de jeu se font dans les règles, c'est-à-dire qu'une ronde de jeu se termine si un participant est choisi par le système aléatoire ou si les producteurs mettent fin à la ronde, comme cela est mentionné dans les règlements officiels sur le site web de CalTV et répété à plusieurs reprises par les animateurs pendant l'émission. En fait, s'il y avait de la magouille pendant les 6 premières rondes, il y aurait donc plus de participation, donc lambda serait plus grand. Deuxième hypothèse. Les producteurs arrêtent la ronde dès qu'ils ont fait $1 de profit dans cette ronde. Par exemple, si le prix offert est de $100, le 101e appel arrêtera assurément la ronde si le système aléatoire n'a pas choisi de concurrent au préalable. Encore une fois, ceci est fait pour minimiser la densité d'appels à estimer. J'avais supposé au départ que l'arrêt de la ronde par les producteurs se ferait après un profit global sur toute l'émission, mais l'hypothèse utilisée ici donne une valeur de lambda plus pessimiste. Troisième hypothèse. La densité d'appels moyenne par ronde est seulement une fonction du montant offert et croît avec lui. Ça fait beaucoup d'informations à digérer en très peu de mots. Tout d'abord, nous allons négliger tous les facteurs sauf le montant offert. Certains facteurs sont ignorés car toutes les données proviennent de la même émission. On n'aurait qu'à penser au choix du jeu, si c'est une journée de semaine ou de fin de semaine, s'il y a un congé ou non le lendemain. Certains facteurs sont négligés car ils feraient augmenter notre estimation a priori pessimiste. Par exemple, le nombre de lignes de la chance ou les interventions des animateurs. Finalement, l'influence des facteurs comme la difficulté du jeu ou l'heure présente ne peuvent être mesurés et sont négligés car ils sont jugés moins importants dans le paysage global. La dépendance de la densité d'appel moyenne en fonction du montant est typique des loteries puisqu'il se vend plus de billets quand le gros lot offert est plus important.
En mathématiques, la définition de fonction croissante inclut les fonctions constantes. Du fait, pour minimiser la densité d'appel moyenne à la dernière ronde, nous choisirons donc le maximum des densités d'appel des 6 rondes précédentes. Ceci est cohérent avec l'hypothèse de croissance donnée ici. Concrètement, en termes statistiques, nous cherchons un intervalle de confiance pour lambda en se basant sur toutes les combinaisons possibles des densités d'appel pour les 6 premières rondes. Par exemple, si le montant offert dans une ronde est de 150 $, le nombre d'appels à 1 $ chacun, je le rappelle, varie entre 1 et 151 dans cette ronde selon nos hypothèses. On peut rattacher une probabilité à chacun de ces cas en se servant du nombre de lignes de la chance dans la ronde, 3 ici. Je vous épargne les détails probabilistes, mais ils sont relativement faciles à calculer. Pour les gens qui voudraient valider mes résultats ou essayer ces estimations à partir de données d'une autre émission, j'ai inclus dans la description du vidéo le script MATLAB que j'ai utilisé. MATLAB est un logiciel polyvalent pour les applications en calcul scientifique. En fait, si vous connaissez un langage de programmation, vous pourriez adapter ce code sans difficulté. Le moment tant attendu, les résultats. Sous les hypothèses énoncées précédemment, j'obtiens les valeurs numériques arrondies suivantes. Pour lambda, la moyenne est de 1.07260 appels par seconde et son écart type est d'environ 75 millièmes d'appels par seconde. L'intervalle de confiance souhaité sur lambda va donc de la valeur moyenne moins écart type à moyenne plus écart type. Notez que la valeur maximale de cet intervalle dépasse toutes les densités d'appel des rondes de jeu 1 à 6, donc on rapetisse l'intervalle en conséquence. En se servant des valeurs extrêmes de l'intervalle de confiance ainsi obtenu, nous obtenons que la probabilité que la 7e ronde de l'émission du 10 septembre 2011 dure 76 minutes 19 secondes est inférieure à une valeur comprise dans l'intervalle montré à l'écran, soit une probabilité inférieure à 1 sur 1172. Surprenant, n'est-ce pas? Nous avons donc assisté à un événement qui doit arriver au plus une fois sur 1172. Si les premières rondes de jeu étaient les mêmes pour toutes les émissions, une telle durée de 7e ronde arriverait moins d'une fois aux 3 ans. Peut-être avons-nous assisté à un miracle pendant cette soirée. Peut-être pas après tout, car les rondes de jeu finales de chaque émission sont toujours très longues. En tenant compte du fait que j'ai estimé la probabilité la plus optimiste que le jeu soit honnête, trouvez-vous ça louche? Moi oui. Tirez-en vos propres conclusions.